bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on va parler de manga contenant une grande part de romance, mais pas seulement. Dans ces titres, la romance prend des formes inattendues, parfois violentes, parfois absurdes ou même parfois très très tordues. Et les titres en question sont Love Bullet, Pour le pire, Criminel Fiançailles, Kindergarten Wars et Le premier amour de Nezumi. Une sélection qui était difficile dans le sens où il y avait d'autres mangas à mettre dans cette case, mais pour certains on en a parlé il y a pas longtemps, donc on pouvait pas forcément, ou on voulait pas forcément les remettre, et puis pour avoir un panorama assez actuel, on a aussi retiré de l'équation les titres un peu patrimoniaux ou déjà cultes, évidemment, et donc voilà, fallait choisir, et choisir c'est renoncer, mais c'est aussi donc parler de 5 mangas sur lesquels on a eu des bons plaisirs de lecture malgré tout. Ah bah oui, grave, et puis on s'est heurté, tu vois, vraiment au problème de on ne savait pas définir strictement ce qu'on pensait, c'est-à-dire on a senti qu'il y avait quelque chose dans les histoires d'amour qui était en train d'évoluer, qui était en train de se mixer de plus en plus avec de l'action ou autre, mais il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nom, en tout cas de genre qui existe à l'heure actuelle pour ça, et c'est pour ça que c'est les pires des cas pour nous, parce que en fait on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans en fonction de sa sensibilité, donc ça a demandé pas mal de discussions au final pour faire cette liste non exhaustive. Oui, et puis justement, c'est la question de définir un genre, un segment, un lectorat. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'édition. L'amour à mort dans le manga, c'est la thématique de la sélection de cette semaine dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, mais les histoires d'amour en manga. Salut l'équipe, salut Julie, salut Cagnard, vous êtes avec nous aujourd'hui autour de cette table. Alors là on est quand même avec 5 mangas assez surprenants aujourd'hui. Surprenant, c'est-à-dire des mangas qu'on n'aurait pas pu voir par exemple il y a 15 ans, je pense, dans le milieu, alors que je trouve que justement il y a une espèce de vibe qui commence à arriver, un peu méta, une vibe qui réfléchit à son propre format, et c'est en ça que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant comme sujet à explorer, quoi. Et oui, il y a une espèce de sang neuf, de nouvelles idées, alors sans doute aussi que ça y est, les créateurs de manga, les créatrices de manga se succèdent. Ça y est, on a des nouvelles idées, des nouvelles références, et on peut jouer justement sur différents codes. Donc, est-ce qu'on allait plus vers la romance, plus vers l'action, ou parfois encore des choses différentes? C'est marrant de voir que les creusets deviennent de plus en plus mélangés, et c'est vraiment aussi une sélection où à chaque fois la proposition est un petit peu différente, un petit peu originale. On parle de Love Bullet dans un instant, mais si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couve, le podcast manga hebdo depuis maintenant plus de 10 ans. Donc scrollez sur vos applis podcast, vous allez voir, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de périodes, beaucoup d'époques. 10 ans, ça change les gens aussi. Ah, tu m'as mis un coup de vieux. Merci à tous de nous soutenir en écoutant cette émission. Puis si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, une note ou partagez l'épisode autour de vous. Chaque commentaire compte et aide à nous faire connaître. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous êtes que de passage, merci quand même pour cette écoute que vous avez eue. Love Bullet. Maintenant, parlons de ce manga qui vient tout juste de sortir la semaine dernière, avant la diffusion de cette émission. Quelle est l'histoire de cette série Love Bullet? C'est un manga qui part d'une bonne idée, somme toute assez simple. Dans cet univers, les personnes qui meurent sans avoir connu l'amour ne disparaissent pas complètement, elles deviennent des cupidons. Ok, ça on connaît le concept des cupidons. Leur mission en tant que cupidon consiste à provoquer des histoires d'amour chez les humains et ainsi accumuler du karma et peut-être un jour redevenir humaine.
là vous me suivez, l'héroïne Koharu se retrouve donc recrutée dans cette petite brigade de Cupidon chargée de déclencher des coups de foudre un peu partout, sauf que dans Love Bullet, les Cupidons n'utilisent plus un arc et des flèches, non, ils sont équipés de guns, de flingues, de fusils et d'un arsenal assez impressionnant, et donc ils provoquent l'amour à coups de balles. Le manga joue donc beaucoup sur ce contraste entre les situations parfois très mignonnes, notamment avec une dimension Yuri, on va en parler, et puis une mise en scène complètement absurde où des anges armés jusqu'aux dents organisent des histoires d'amour comme des opérations militaires. C'est un manga assez hors norme, hein, Love Bullet. C'est aussi le premier manga notable de la mangaka Aini, une autrice encore assez discrète, comme beaucoup aussi, qui a débuté en 2023 donc dans le magazine mensuel Comic Flapper de Kadokawa, un magazine seinen qui est assez connu pour accueillir des titres assez high concept, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé ? On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans les mangas à suivre cette année, Love Bullet. Qu'est-ce que vous en avez pensé au premier abord ? Moi, j'ai été touchée en plein cœur, mais dès qu'il est sorti au Japon. Vraiment, j'ai pris ma petite boulette là, effectivement. Un hurt shot. Oui, un hurt shot, exactement. Et j'étais très impatiente de voir quel éditeur allait pouvoir nous le présenter en version française. Alors, l'éditeur qui est possédé à moitié par Kadokawa. Ouais, pas de bol pour les autres, mais bon. Du coup, moi je suis parti avec énormément d'a priori parce que j'avais bien compris le concept, mais je trouvais que c'était un concept très limité au final, et une très agréable surprise au final. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, c'est ce titre qui nous a donné envie de faire cette émission. C'est que en le lisant, on s'est dit attends, non mais il y a un truc là quand même. Et donc voilà, moi je garde vraiment ce truc très surprenant, la lecture de ce titre. C'est quoi qui vous a le plus perturbé ? C'est quoi ? Est-ce que le concept il marche ? Est-ce que des filles Cupidon avec des guns pour créer des histoires d'amour, ça marche en mode opération militaire ? Moi, sur le tome 1 en tout du moins. Je trouve que ça match. Et puis, ce qui est sympa dans ces... En fait, moi, ce que j'appellerais une nouvelle vague d'esthétique manga, même si ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais il y a aussi un souci de cohérence. C'est-à-dire que, oui, elles ont des flingues, mais les balles sont en forme de petits cœurs. Il y a tout un jeu sur le rouge, le blanc, sur des couleurs qui sont censées rappeler... des couleurs de jour faste dans la culture japonaise et qu'on retrouve en général pour la Saint-Valentin ou ce genre de célébration amoureuse commerciale, on va dire ce qui est. Mais je trouve que le fait que on est toujours pris au dépourvu parce qu'on s'attend à voir une histoire romantique, ou alors pas du tout, parce que sur la couve il y a quand même une fille avec un gun, on sait jamais, il y a toujours une surprise, et la surprise est agréable. Non, moi je trouve que le gimmick fonctionne pas du tout. C'est ce qui m'a éloigné du manga à la base. C'est-à-dire, on dirait un bingo pour otaku, quoi. Tu vois, ça va être des filles habillées sexy avec des guns et des petites ailes. Non. Enfin, moi c'est un repoussoir, tu vois. Vraiment, je prends le manga de base. Je trouve que non, le gimmick, le gimmick est fait pour un otak japonais, tu vois, mais il est pas fait pour moi comme lecteur. Oui, sauf que t'as tabassé le gimmick au final. C'est ça qui est intéressant, mais de base, c'est pour ça que je suis parti avec un truc. Oui, si vous voulez continuer à faire, c'est comme les mangas sur les Shinsengumi ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas pour moi, c'est pour une tranche de lecteurs, très bien, mais des meufs plutôt jeunes en petite tenue avec des flingues, non, comme ça de base, non, elles c'est sont pas très chaud. en petite tenue, mais elles ont un uniforme. Ouais, tu viens de dire la même chose pour moi là. Et alors attends, mais ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu ? C'est quoi ? C'est l'aspect comédie, c'est les histoires d'amour, c'est l'histoire des personnages, c'est la romance Yuri, c'est quoi qui t'a le plus convaincu au final ? C'est là que je rejoins Julie pour le coup, c'est que c'est un manga qui n'a pas cessé de me surprendre, parce qu'en partant de ce plot où j'étais là, super le plot pour Otak, mais j'ai été très surpris dans un premier temps par le niveau des séquences d'action, où je me suis dit ah non mais attends, là on joue pour de vrai, quoi. Il y a des vrais découpages, les scènes de baston sont vraiment très bien chorégraphiées, donc déjà ça m'a fait rentrer dedans encore plus. Et il y a eu le troisième niveau où je me suis dit mais en fait, même sentimentalement parlant,
c'est très bien écrit et j'ai vraiment là-dessus c'est vraiment ce qui m'a fait chavirer, c'était de me dire à la base, je suis venu pour un truc que je vois limite comme un truc de Pervous, tu vois. Finalement, je trouve qu'en termes d'action, ça se tient vachement bien. Et en fait, l'histoire commence à me toucher aussi. Et tu vois, ce concept, le fait est que, en fait, l'héroïne, enfin, plusieurs personnages dans l'histoire sont amoureuses de femmes. Le fait que ça soit traité de manière aussi naturelle, que ça ne soit pas un sujet, que ça ne soit pas le sujet du manga, mais que ça soit juste, c'est la vie, c'est la vie de tous les jours. Il y a des hommes qui sont amoureux d'hommes, des femmes qui sont amoureux de femmes. Mais même cette légèreté, j'ai trouvé ça super cool, tu vois, de pas en faire un sujet. D'autant que ça s'inscrit dans une longue culture de tradition de manga, Julie, parce que on parle de Yuri, ça vient d'où? C'est quoi exactement le Yuri? Oh là là, mais tu me poses une colle. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est quand même un sujet très complexe. Alors je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Mais Yuri, pendant longtemps, on a cru que c'était souvent des représentations de filles lesbiennes, quoi, enfin de scènes d'amour entre filles. Et finalement, c'est ça, sauf que il y a deux origines possibles au style ou au genre Yuri, on va dire. À partir des années 1910, donc quand il y a eu les prémices des mangas pour public féminin, que ça soit le shoujo, et donc ce qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, mais qui était donc le esu. Et qui donc englobait aussi les romances pour les femmes, entre femmes, pardon. Et on est arrivé petit à petit à quelque chose dans les années 70 où le Gekiga s'en est emparé aussi pour, comme dit Cagnard, hein, la vie c'est la vie, donc évidemment, on raconte toutes les histoires qui peuvent arriver. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, il y a eu une espèce de résurgence en fait du manga lesbien, vraiment, à travers la grande vague du doujin, du manga amateur, du fanzina, et ça a été petit à petit récupéré et par les éditeurs à des fins commerciales, au sens où dès les années, fin des années 90, début 2000, il y a eu les premiers magazines vraiment destinés à un public qui voulait lire du Yuri. Et le problème, c'est que pendant toute cette maturation, à partir des années 70, il y a eu cette connotation très forte du manga pornographique ou érotique, très érotisé, on va dire, à travers l'idée que le fait de mettre en scène deux femmes ensemble, ça devait aboutir à ce genre de mise en scène. Alors que pas du tout. Et si on en parle comme maintenant, le yaoi au final, où on se dit que forcément c'est un truc érotique, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais sauf que dans les deux cas, en l'occurrence, on a de tout. T'as d'autres choses à raconter. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'on on assiste en ce moment à une reprise en main en fait de créatrices aussi lesbiennes qui sont très conscientes des enjeux en fait qui sont liés en fait à la représentation de ces couples homosexuels. Donc là, on peut juste dire que le Yuri, c'est quand vous avez un couple principal qui est un couple de filles avec une autre fille. Et ça peut aller à des choses très mignonnes, très sentimentales, très fleur bleue, jusqu'à des choses beaucoup plus érotiques, voire carrément pornographiques. Mais le fait que ça soit juste deux femmes mises ensemble fait que, on peut catégoriser ce manga comme étant du Yuri. Alors, Love Bullet n'est pas... est-ce que Love Bullet est essentiellement du Yuri? Non, pas forcément. Alors, on peut pas savoir, mais là, je crois avec qu'il y a le quand même... on peut pas... Il y a deux couples qui sont présentés et qui sont effectivement des couples de jeunes filles. Parce que moi, c'est ma question. C'est toi, quand tu as présenté le titre, tu disais quand des jeunes humains meurent sans être amoureux. Mais est-ce que ça concerne que les filles ou est-ce qu'il y aura des cupidons garçons? Je ne sais pas encore. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on a une escouade qui est présentée et c'est 4 nénettes quand même et elles rigolent pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette ligne-là qui nous fait dire que c'est Yuri, parce que pour l'instant, c'est quand même vraiment la représentation de l'amour au féminin qui est quand même mise au premier plan, quoi. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi? C'est la façon dont sont écrits les personnages, c'est les histoires d'amour, c'est l'humour, c'est les gunfights? Alors, franchement, le gunfight, j'ai trouvé qu'il était... vraiment bien écrit, bien découpé, que tu sens le rythme
en fait du film d'action, alors que la toile de fond, c'est qui va tomber amoureux de qui. Donc vraiment, le fait de collisionner les deux, et en plus, ça se passe dans un fast-food, les humains ne peuvent pas voir les cupidons, mais elle ne rate rien de ce qui se passe entre les humains. Enfin, et donc, c'est vrai que ça joue sur plein de plans, et c'est pas drôle. Enfin, c'est pas une comédie au premier sens. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose où on va se rouler par terre de rire. Il y a du comique de situation. Il y a du comique de même. situation, il y a du décalage, il y a beaucoup de tendresse. Et au fait, c'est ça qui était drôle, c'était de voir cette espèce de, comme je disais, de modernité de l'arsenal, on a des gros guns et tout, mais c'est aussi beaucoup de tendresse en fait. Donc c'est vrai que c'est un message qui paraît complètement contradictoire, mais là je trouve qu'on se retrouve avec en plus une histoire qui est hyper dynamique et fraîche. Vraiment, moi j'avais pas vu ça avant longtemps, enfin depuis longtemps quoi. Kenya, à ton avis, c'est un manga de romance déguisé en manga d'action ou un manga d'action déguisé en romance ? Un manga d'action déguisé en romance, mais qui va très bien le faire pour le coup, parce que effectivement, je suis d'accord. Déjà, je pense qu'on peut dire que c'est le premier manga Yuri Gunfight. Tu vois, je crois que cette catégorie n'existait pas vraiment. Et c'est pour ça, je pense que l'autrice ou l'auteur, j'avoue, je ne sais pas du tout. Il a été très maline. Bon, je vais arrêter là. Dans le sens où moi, j'ai été très attiré par ce côté action. Tu vois, vraiment, où je me suis dit, ok, là, on est, tu vois, j'ai ressenti cette vibe très Sakamoto, où voilà, vraiment, on va en mettre beaucoup sur l'action. Et rien qu'avec ça m'aurait suffi. Vraiment, ça m'aurait suffi. Genre, bon, ok, c'est marrant. Je serais peut-être pas allé au bout de la série, mais je me serais dit, bon, ok, c'est marrant. C'est des anges, ils ont des guns et tout. Mais vraiment, comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment le fait que ça me touche émotionnellement, et que en plus, comme je dis, moi je trouve que c'est quelque chose de très important, que si c'est un titre Yuri, que ça ne soit pas forcément le sujet, que ça soit pas vraiment, là je veux dire, c'est pas un débat, il y a pas de questions autour de ça. Je trouve que c'est hyper c'est hyper chouette, et en même temps ça montre que même au Japon ça devient un peu progressif, alors qu'on parle de cible de lectorat, mais voilà, maintenant ok, on a des personnages qui sont lesbiens, et ce n'est pas le sujet du manga. Oui, et puis en fait je pense qu'on a eu pendant longtemps un biais qui était que on avait finalement une toute petite fenêtre ouverte sur le Japon, et que beaucoup d'éditeurs qui allaient là-bas n'avaient pas forcément accès à toutes les productions. Et il y a peut-être d'autres choses qui ont été sorties entre-temps et qui étaient proches de ce genre de production, mais que finalement on n'en a jamais eu vent, quoi. Et voilà. Love Bullet, c'est signé Aini, c'est aux éditions Vega. Et c'est déjà disponible en librairie. Et si Love Bullet transforme des cupidons en tireurs d'élite, certains mangas préfèrent directement mêler romance et crime organisé. C'est le cas avec Criminel Fiançailles. L'histoire d'un mariage arrangé dans un univers criminel / yakuza, Julie. Oui, alors il y a Yoshino Somei, une lycéenne qui est la petite fille d'un chef de gang d'Osaka, et qui apprend par la presse spécialisée, donc le Yakuza Magazine du coin, que... J'adorerais lire le Yakuza Magazine. Ça existait. Hein. Mais donc elle est désormais fiancée à Kirishima Miyama, qui est lui aussi un descendant, mais aussi un lieutenant prometteur d'un gang tokyoïte. Et donc évidemment, leur... union devrait symboliser la paix retrouvée entre l'Est et l'Ouest, la traditionnelle bagarre des Yakuza. Sauf que, évidemment, sous ces airs très avenants, Kirishima, donc, qui est aussi un lycéen, cache un certain goût pour la violence, qui va très très prononcé, et aussi un caractère imprévisible, hermétique et, disons-le, assez sociopathe. Donc Yoshino va donc passer un accord avec son papy. Pour réussir un pari, elle doit réussir à vivre 1 an auprès de sa nouvelle famille, de son nouveau fiancé, et essayer de comprendre son fiancé complètement barré. Donc ça peut aussi s'appeler Criminel Fiançailles, mais l'autre nom c'est Sociopathe Family. C'est vrai que c'est pas mal comme sous-titre. Ça collerait bien à l'ambiance de la série. On a quoi comme dynamique entre les deux personnages ?
Ah bah, comme tu dis, hein, c'est-à-dire c'est deux personnes très entêtées, très qui veulent rien lâcher parce que ils ont été élevés avec des histoires de code d'honneur ou de choses comme ça. Et ils sont hyper obstinés, ils ne reculent devant aucune violence. Tant que, en tout cas, ça concerne leur clan, leur famille et que ça ne touche pas les civils. C'est ça aussi, on va dire le Yakuza à l'ancienne, quoi. Sauf que, encore une fois, là aussi, toute cette idéologie, toute cette esthétique des années 70, hein, très, qui a été portée beaucoup par le cinéma, etc. Et là, complètement remise au goût du jour. Ils ont des GPS, ils magouillent, ils traficotent en ligne, ils se créent des faux profils pour faire des embrouilles à l'un à l'autre. Enfin, c'est assez compliqué comme dynamique à comprendre. Ouais, parce qu'au premier abord, on a l'impression que c'est une fascination pour des relations toxiques. Oui. Alors, la relation toxique, c'est vrai que c'est un très bon point de départ, parce que moi je pense que en ce moment on en parle beaucoup, c'est la dark romance, c'est ce genre de j'allais dire de délire, excusez-moi, mais c'est vraiment un genre qui donc romantise ce genre de milieu, du gang, des choses qui sont dans l'ombre, la criminalité. Bon, sauf qu'ils ont tous des physiques de mannequins et puis ils sont pétés de thunes. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une espèce de vision parallèle du monde du crime. Donc, c'est là aussi où c'est un peu toxique, je pense, parce qu'il y a une espèce de fascination pour l'argent facile, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le personnage de Yoshino qui connaît, elle, très bien les limites à ne pas dépasser, tandis que son copain, même s'il les connaît, il s'en fout. Mais alors, qu'est-ce qui marche dans le manga ? Parce que décrit comme ça, on a l'impression que tout est horrible dans cette histoire. Eh ben ça marche parce que déjà, alors c'est très compliqué à faire, ça marche sur l'opposition vraiment Est-Ouest. Tokyo versus Osaka, il y a des blagues sur ce qu'ils mangent à l'Est, ce qu'ils mangent pas à l'Ouest. Enfin, il y a vraiment tout ce truc un peu de choc culturel entre ces deux régions. Et les personnages savent en jouer, l'autrice sait en jouer. Il y a beaucoup de bonus qui sont en fait des interchapitres. On nous dévoile ce qu'on n'a pas vu, en fait, le sous-texte, et on comprend parfois certaines réactions qui nous ont échappé. Ce qui est, en fait, c'est un titre difficile parce que vraiment, il a sa vie propre en dehors du regard du lecteur. Les personnages, ils font des trucs et on apprend plusieurs chapitres plus loin, voire plusieurs tomes plus loin, ce qui s'est réellement passé, ce qu'ils ont réellement fait. Donc, il faut un peu s'accrocher, mais c'est une gymnastique qui n'est pas désagréable, en fait. Et puis, il y a des choses qui paraissent horribles à la première lecture, mais à la première découverte, et qui sont expliquées plus loin. Je pense que je comprends à quoi tu fais l'allusion. Mais oui. Et, en fait, il y a une espèce ça joue beaucoup sur le fantasme. Encore une fois, le fantasme de la violence, le fantasme du pouvoir de l'argent, de qu'est-ce qu'on est capable de faire parce qu'on est, sûr de son pouvoir, de pouvoir assumer certaines erreurs ou certaines fautes graves. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a aussi une sorte de fascination de « Ah, mais ça se passerait tellement pas comme ça dans la vraie vie. » Enfin, vraiment. Mais et heureusement. Oui. Ça s'appelle Criminel Fiançailles. On est déjà à 8 tomes publiés, puisque c'est sorti depuis maintenant plusieurs années en France. On en avait parlé à l'époque à la sortie. C'est vrai qu'on n'était pas revenu dessus, et c'est signé Asuka Konishi. Et puisque donc les relations compliquées semblent être un thème aujourd'hui, on va pouvoir parler de Pour le pire, Cagnard. Oui, alors pour le pire, l'histoire commence quand Arata Natsume, qui est assistant social, il rend visite en prison à Shinju Shinagawa. En fait, c'est une tueuse en série qui est surnommée le clown de Shinagawa. Elle a fait un horrible massacre. Et afin d'aider un enfant dont il s'occupe à retrouver la tête de son père défunt, déjà rien que cette partie du pitch me paraît improbable, face à lui se tient en fait une jeune femme très loin des descriptions sanguinaires des médias. Et du coup, pour accomplir sa mission, Arata il va décider d'entrer dans un jeu qui est très dangereux,
prétendre tomber amoureux d'elle pour lui faire avouer où est la tête du cadavre du père du gosse dont il s'occupe. Ça s'appelle donc Pour le pire. Le manga s'est clôturé l'année dernière, au mois de mars de l'année dernière, avec le 12e volume. Qu'est-ce que c'est ce manga ? C'est une comédie romantique, c'est une satire, En fait, l'auteur, donc qui est Taro Nogizaka et qu'on a déjà eu en France pour le 3e Gideon, pour La Tour Fantôme, dont on avait déjà parlé dans les mangas oubliés, par exemple, il avait déclaré qu'il voulait pour cette nouvelle série, quand il avait commencé, il voulait tourner autour du thème du mariage, mais le présenter d'une façon qui n'avait jusqu'à présent jamais été présentée. Et pour le coup, on peut dire que c'est réussi. Mais moi, j'aime beaucoup toutes les premières couvertures où on les voit dans des tenues de mariage à l'occidentale, à la japonaise, ou même des situations de couple normal, sortie à la plage, etc. Et il y a vraiment beaucoup d'humour parce que je pense que c'est l'auteur qui en a beaucoup. Mais c'est vrai que les premiers tomes, les premiers contacts avec la série, faut s'accrocher. Parce que, comme disait Cagnard, le pitch est assez horrible, en fait. Mais c'est combienième degré, au final ? Je pense qu'on est sur un titre qui est juste second degré. Je pense qu'il est vraiment second degré et c'est ce qui peut parfois peut-être mettre un petit peu mal à l'aise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce titre, il y a donc la tueuse qui, elle sait pas qu'elle rêve de rencontrer l'amour, mais elle a tellement été salie dans tous les sens par les médias et compagnie que juste tomber sur une personne qui ne la déteste pas, pour elle c'est déjà génial. Alors que lui, il est vraiment en mode full manipulation. Je fais ça pour récupérer la tête c'est hyper long à chaque fois à dire, donc pour récupérer la tête tout simplement, mais qui finalement se prend au jeu aussi. Donc c'est un titre qui a un ton qui est assez inexplicable. Tu peux pas comprendre parce que tu ne peux pas retirer du fait que ce personnage est une tueuse en série, donc pourquoi je serais de son côté, pourquoi je voudrais son bonheur et tout. Et donc t'as cette opposition où de l'autre côté t'as quand même un mec qui agit avec des bonnes intentions mais qui est en train de se faire prendre au jeu. Et puis plus t'avances et plus tu te rends compte que tueuse en série et compagnie, en fait il va falloir qu'on en reparle aussi de l'affaire qu'il y a eu, et le manga a vraiment un ton particulier. Là où moi vous me raccordez souvent avec de l'action et compagnie, là il y en a pas tant que ça, et pourtant le manga est rythmé de fou. Vraiment, il est rythmé de fou parce que il y a un côté neketsu chez les deux, mais sauf qu'ils ont pas le même côté neketsu. Elle est en neketsu, je vais trouver l'amour, et lui il est en neketsu, je vais aider cet enfant dont je m'occupe en tant qu'assistant social. Et il y a une énergie négative, et comme Julie a dit, je trouve que les couves sont hyper parlantes de cette énergie un peu à deux têtes, tu vois, mais attends, c'est une belle histoire d'amour qui se passe bien ou c'est une catastrophe qui est en train de se dérouler sous nos yeux, tu vois. Justement, parce que comme dans Criminel Fiançailles ou dans Love Bullet, la mort est présente quand même. Ah oui, et puis il joue beaucoup avec cette tension. En fait, c'est ça, c'est deux personnages avec des personnalités très affirmées qui en plus doivent se dépatouiller avec des étiquettes qu'on leur a collées. Parce qu'ils ont une réputation qui les précède, et il faut qu'ils jouent avec tout ça pour faire tomber l'autre dans leur filet. Enfin, c'est de ça dont parle le manga au final. Oui. C'est vraiment l'étiquette qu'on peut te coller, que la société peut te coller, et dont ils vont essayer de s'extirper au final pendant ce titre. Tout en étant quand même un peu des personnages sociopathes. Elle, oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Encore une fois, on n'a pas encore le flashback où on va comprendre vraiment ce qui s'est passé au moment où elle a commis ce meurtre. Mais même lui, qui est censé être une bonne personne, tu vois, qui est, il est assistant social, il veut aider un enfant et compagnie. Oui, mais t'es en train de jouer avec les sentiments de quelqu'un là, quand même. Oui, et puis tu le vois aussi pousser dans ses retranchements. Ouais. C'est un gars qui a le sang chaud, qui n'hésite pas à taper sur les mecs qui veulent pas payer les allocs pour leurs enfants. Enfin, il a cette réputation en tant qu'assistant social. C'est déjà un peu un Onizuka, tu vois. Il est un peu furieux sur les bords, quoi. Il est un peu furieux, mais je trouve que le mélange est parfait. Il y a plein de fois où je suis obligé de me rappeler
Tu vois, vraiment de me dire, mais attends, on parle d'une tueuse en série quand même, tu vois. C'est comme si tu me disais, il y a une love story avec Marc Dutroux, tu vois, et en fait, il a des sentiments. Bah oui, très bien, il a des sentiments. Mais c'est une mauvaise personne. Je ne peux pas suivre cette mauvaise personne. Après, il y a un jeu de mots qui a pas. Je me souviens pas l'avoir vu explicité parce que donc Shinagawa, donc Shinju, son nom. Shinju, ça veut dire perle. Mais si tu rajoutes une voyelle longue, Shinju, c'est le double suicide amoureux. Parce que oui, en japonais, il y a un mot pour dire double suicide amoureux. Et donc Shinagawa Shinju, le double suicide amoureux de Shinagawa, c'est une pièce de bunraku ou de Rakugo qui a été jouée à partir du XVIIIe siècle, sauf que dans les années 40 elle a été censurée parce qu'elle était trop violente. Est-ce que c'était censé être humoristique ou pas? Elle était... Non, c'était vraiment une histoire tragique, enfin plutôt dramatique. Ah, il y a du Rakugo hors comédie? Oui. Ah ouais, je savais pas du tout, j'étais persuadé que c'était un truc très humour. Non, pas forcément. En fait, c'est que la chute est toujours inattendu ou doit ironique un peu. Voilà, exactement. Il y a une espèce de petite moralité. Et là, le problème de la moralité, c'est qu'en fait, c'est une histoire donc d'une prostituée qui séduit un de ses clients et tous deux sont persuadés d'être tellement faits l'un pour l'autre que la seule façon de la rendre libre, elle, c'est de se suicider ensemble. Sauf qu'elle se défile au dernier moment. Et lui, dans la deuxième partie de la pièce, va essayer de se venger. Et donc, évidemment, la vengeance, c'est jamais très propre, quoi. Donc, il y avait vraiment un problème de moralité en fait dans cette pièce. C'est comme si Roméo et Juliette avaient mal tourné, quoi. Non, ils se disputent plus que pour la garde des enfants et du chien là. Très bonne comparaison. C'est vraiment comme si le fantôme de Roméo revenait en disant mais tu l'avais pas pris le poison là, j'ai pas compris. Pourquoi t'as pas sauté? Comment ça tu t'es réveillé? Non, c'est vrai que bon, et en fait je trouve que c'est dommage parce que cette série, pour le pire, elle joue vraiment sur ça, sur le double sens des choses et enfin tu vois, elle est toujours décrite des fois comme une petite fille fragile et puis elle ouvre la bouche, elle a les dents complètement pourries parce qu'elle a vécu une enfance horrible. Ouais, et puis elle a une espèce de sourire carnassier au moment absolument effrayant. où elle a fait l'assassinat, elle était grosse, elle était laide. Oui. Et quand il la rencontre, à part les dents, c'est le seul vestige, on va dire, qui reste, parce que sinon, on dirait quasi une idole, tu vois, japonaise, si ce n'est les dents. Mais qui se rappelle toujours que, elle est quand même tendue, quoi. Oui, et il y a aussi beaucoup de jeux sur la pop culture, parce que elle s'amuse, du coup, à venir aux audiences un peu cosplayées. Donc, des fois, elle est en lycéenne, des fois, elle est habillée comme dans le personnage de Nathalie Portman dans Léon. Parce qu'il y a un de ses admirateurs, parce qu'il y a aussi tout ce pan qui est exploré, des personnes qui sont fans de true crime, qui assistent vraiment comme si c'était un feuilleton à toutes les audiences, les femmes etc. amoureuses de Ted Bundy. Là c'est l'inverse, quoi. Elle a un fan club, des gens qui veulent lui acheter ses fringues, enfin des trucs un peu bizarres. C'est un manga désarçonnant de A à Z et que je trouve vraiment passionnant, quoi. Mais pour le coup, je trouve que c'est dans notre sélection, c'est aussi le manga qui est le plus égalitaire. Les garçons, filles, ils en prennent tous pour leur grade. Et il faut qu'ils s'accrochent vraiment à ce que c'est que l'amour s'ils veulent s'en sortir. Taro Nogisaka, c'est team médical dragon au niveau du dessin. Ensuite, en tant que scénariste dessinateur, c'est La Tour Fantôme, le 3e Gédéon. Et donc, pour le pire, tout est disponible, tout est en librairie. Les 12 volumes sont déjà sortis et c'est aux éditions Glénat. Voilà pour le pire, mais parfois, l'amour, la violence, ça passe pas seulement par les couples, ça peut aussi passer par la drague ou la recherche de l'âme sœur. Autre psychopathe maintenant, donc avec le manga Kindergarten Wars, Cagnard. Ah bah Kindergarten Wars, bon, j'ai déjà parlé plusieurs fois de cette série aux auditeurs. C'est une série que j'adore, c'est une série qui me passionne. Alors en quelques mots, bienvenue à Kindergarten Wars. C'est une maternelle ultra sécurisée qui accueille les enfants de dirigeants, de milliardaires ou de criminels. Et les enseignants, en fait, c'est tous des anciens assassins chargés de protéger les élèves contre les menaces extérieures. Et là, on va suivre le quotidien de Rita,
qui est une tueuse légendaire qui ne rêve que d'une chose, c'est d'enfin trouver le grand amour. Et donc on est sur un format cette fois shonen, manga qui est prépublié sur le Jump Plus. Donc on est sur un traitement très différent et même au début, rigolo, c'est marrant, une tueuse qui cherche l'âme sœur. Oh bah même au-delà du premier tome, hein, le début est vraiment très très bien calé sur humour absurde. C'est un manga qui va très très loin dans l'absurde. C'est-à-dire que pour expliquer aux auditeurs la structure du manga, c'est que en fait on est quasi sur un tower defense. Ils sont dans la maternelle, il y a des vagues de tueurs qui arrivent. Et les enseignants sont tellement forts qu'ils arrivent à repousser à chaque fois. Et moi je garde toujours cet exemple que je trouve trop génial, c'est que dans les premiers tomes, les pages bonus, on va dans le purgatoire des personnages qui ont été tués pendant le tome. Et je trouve que cette idée elle est folle quoi. Ils font des comparaisons genre mais pourquoi t'es mort toi? Mais parce que j'ai dit que j'aimais pas ça, que je buvais le bouillon du ramen avant de manger les nouilles ou je me barre avant le générique. Et Rita elle est un peu psycho comme ça. C'est ça, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle rencontre un tueur, beau gosse en général, elle lui pose une question assez technico-pratique. De base, elle tombe amoureuse. De base, hein. Il y a vraiment, elle tombe amoureuse et il y a toujours ce truc de la question. Et la question qu'elle a posée, qui sont des vraies questions de couple en vrai. C'est ça que je trouve génial, tu vois. Effectivement, est-ce que tu mets les céréales avant le lait et compagnie? Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est d'une simplicité de questions. Et s'il donne la mauvaise réponse, il se fait assassiner, littéralement. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans un cartoon, les personnages meurent. Mais à quel moment on lâche le concept? Parce que ça, c'est le concept qui rythme le début, mais à un moment donné, ça avance. Tu vois, je vais reprendre un petit peu ce truc que j'avais dit pour Love Bullet, c'est que à la base je suis arrivé vraiment pour l'humour, parce que alors attention, moi je suis un peu chiant sur l'humour dans le manga. Je trouve que le manga ne fait pas très rire. Enfin, je pars du principe que je suis un occidental, donc forcément tu vois, l'humour n'est pas forcément dirigé vers moi, et c'est très difficile pour moi de trouver du bon humour dans le manga. J'en trouve beaucoup plus dans le comics, dans la BD, mais le manga, je trouve que c'est pas sa plus grande force. Alors que là, il y a vraiment un truc d'humour dès le début qui m'a saisi. Étape 2, les scènes d'action où je suis là, ah ouais, ok, non, mais ça dessine vraiment très très bien les scènes d'action. Et encore une fois, étape 3, en fait, le côté sentimental. Et là, ils m'ont chopé, et plus j'avance dans la série, et plus je suis persuadé que le plus gros point fort de la série, c'est les passages qui sont dramatiques, qui sont sentimentaux, parce que la manière dont je le présente, je donne l'impression que c'est un manga gag et compagnie, mais en fait non, il y a des morts, il y a vraiment des morts, et des morts qui vont être mis en scène, des morts qu'on va voir, et du coup ça avait été déjà un petit peu le premier stop, tu vois, où je me suis dit mais c'est violent quand même comme manga qui est parti sur un principe d'humour, finalement c'est violent, donc déjà c'est un trigger. Et après, en plus, d'un point de vue sentimental, les histoires, parce que vous imaginez bien que tous les enseignants ont des histoires dramatiques dans leur enfance, dont Rita, même si Rita, on connaît pas encore ses origines, et ça va être un peu tout le truc. Et là, tome 9 ou 10, mais tu connais ma théorie sur les tomes 9 et 10, il faut un sacrifice, il faut une mort, tu vois. Et vraiment, j'ai même cru que le manga me mentait. Tu vois, il se passe un truc où j'étais là, non, pourquoi vous faites ça? Ça a pas de sens. Ah merde, non, ils sont sérieux. Ils la jouent vraiment sur la corde sensible. Alors, je rajoute juste une dernière chose. Ça va être ma hot take, parce que là, du coup, j'en ai profité pour les relire, parce que j'adore vraiment cette série. Et j'ai compris à quoi me faisait penser Kindergarten Wars. À votre avis, quel titre vous pourriez le raccorder si vous avez manga, un parce que titre moi, du coup, j'allais te poser une question, parce que quand l'autrice est venue pour la sortie du manga, elle avait absolument parlé de John Wick tout le temps, comme une giga influence, donc du coup, j'avais envie de te dire John Wick, mais alors, du coup, comme en manga. En manga dur. Moi je pense que ce serait un contrepoint. C'est un peu parce que Rita, il y a un côté très, j'allais dire Alice au pays des merveilles, quoi, parce qu'elle est tout le temps en décalage avec la réalité, mais je vois pas trop. Je vais pas parce que moi, comme ça, j'étais sur Assassination Classroom, Sakamoto Days, etc., quoi. City Hunter. Ah, c'est City Hunter, vraiment, je vous jure, j'ai repris point par point, et c'est City Hunter. Là où Rio, c'est un gros pervous, tu vois, il est vraiment, focus que là-dessus. Elle est focus que là-dessus, sur l'amour. On a l'histoire d'amour avec Laura,
enfin Laura, je sais plus comment elle s'appelle dans la version japonaise. Kaori, pardon. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est fou le nombre de points de ressemblance qu'il y a avec City Hunter, si ce n'est que là... la massue. La massue, mais alors, au tome 9, mais merci Lully, au tome 9, il y a un concours de popularité des personnages. Je vous donne pas le top, mais dans le top 3, il y a la massue de 100 tonnes, la bonne vieille massue de City Hunter, tu vois. Et là, mais c'est fou, parce que je me souviens pas avoir vu la massue dans le manga. Ça doit être dans un gag, tu vois, vite fait, mais là, mais oui, mais c'est clair. En fait, on a le même truc. La même relation Kaori, Rita, enfin, j'ai trouvé ça marrant. Je me dis, c'est trop marrant, cool. Après, j'ai peut-être tort, tu vois, mais que ça soit le City Hunter 2025, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. La même obsession, tu vois, il y en a un qui veut coucher avec les meufs absolument et qui est un pervers. Elle veut absolument trouver le grand amour, avec la même idiotie dans la recherche, tu vois, dans la recherche de ce but. Le fait que d'un coup d'un seul, ils puissent devenir sérieux, tu vois, et passer, ça reste des tueurs légendaires et compagnie. Le fait que leur passé reviennent les chercher et tout. Donc voilà, c'est ma hot take de merde. Je sais que tu les adores, Maxime. C'est Kindergarten Noir, c'est juste City Hunter version 2025 ou 24. Mais à ton avis, est-ce que ça va bien se finir ? Là, je commence à douter un peu en fait. Depuis la lecture des derniers tomes, je sais pas. En vrai, je souhaiterais que ça se termine mal parce que je trouve que l'autrice, c'est une autrice, elle gère très bien les moments dramatiques. Elle en a montré très peu pour le moment sur les 12 tomes sortis, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y en a un, tu sais, c'est ce que je reproche toujours à My Hero Academia, tu vois, que ces moments dramatiques, je trouve qu'ils sont pas très bien gérés. Là, au contraire, je trouve qu'elle a une force, mais du coup, faut l'économiser. Mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que ça se termine un petit peu mal. Kindergarten Wars signé Youichi, c'est 13 tomes déjà disponible en France. Le tome 13 est sorti là au début du mois de mars et ça se termine au 17 ou au 18 au Japon. Je crois que c'est ça. Ouais. Où c'est, je suis déjà déçu d'avance. On approche de la fin. Je suis désolé, j'ai mis un tunnel aux auditeurs là, mais je vous assure, lisez Kindergarten Noir, c'est vraiment trop bien. Place maintenant, après toutes ces romances explosives, avec un manga plus sentimental, plus fleur bleue, s'appelle Le Premier Amour de Nezumi. Ne rigole pas, Julie, Le Premier Amour de Nezumi, c'est super fleur bleue. Oui. L'histoire du Premier Amour de Nezumi, c'est un manga qui mélange donc romance et thriller. On va suivre Nezumi, une jeune femme qui a été élevée par un clan de Yakuza, qui a été formée depuis l'enfance pour devenir une tueuse à gages. Elle a grandi donc dans un monde de violence, d'obéissance, de secrets, sans jamais, mais absolument jamais, connaître ne serait-ce qu'un tout petit semblant de vie normale. Et un jour, elle rencontre Ao, ou Ao la rencontre, on peut le voir ça dans les deux sens, un garçon qui semble tout à fait ordinaire, qui ignore complètement la réalité dans laquelle elle vit. Et les deux vont tomber amoureux et commencer à construire une relation. Je vous passe des passages du manga, sauf que le passé de Nezumi et surtout le monde criminel auquel elle appartient menace constamment de les rattraper et ça va arriver très très vite. Le manga joue donc beaucoup sur ce contraste. D'un côté, on a une histoire de premier amour assez fragile et presque innocente, et de l'autre, on a un univers d'une violence vraiment agressive, ouais. Oui, d'ailleurs c'est noté, c'est les tags que mettent. Trigger warning. Je sais pas si c'est des trigger warnings, c'est plus de 3 mots pour dire vers où on va, et donc il doit y avoir romance et le dernier c'est ultra violence. Enfin, parce que oui, on peut dire que c'est ça. Donc voilà, au fond on est sur un récit avec une jeune femme qui découvre l'amour pour la première fois, alors que toute sa vie a été construite autour de la mort. C'est l'amour à mort. C'est le titre de cette émission. C'est pour ça qu'on termine sur ce titre. Vous avez vu, on pense à tout. On réfléchit un petit peu. Et on va loin à la fin. Premier amour de Nezumi. Vous l'avez abordé comment ce titre ? Moi, je savais pas ce que je lisais. Et je suis arrivé à la fin du tome 1 et j'ai fait il me faut tout de suite le tome 2. J'étais très page turner alors que c'est absolument déroutant.
Oui, et puis je comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup ce contraste qui est sur tous les tableaux, donc même graphiquement. Je veux dire, les couvertures, elles sont toutes mimi. Enfin, on voit un personnage qui a l'air fragile, mignon, très jeune. Et puis, voilà, on lui fait faire des meurtres Moi, horribles. je trouve qu'il y a une vraie erreur sur la couverture. Hein. Je pense qu'il y a une vraie erreur marketing. Ah bon non, parce t'as que vu celle du tome 2, elle est encore plus mignonne. Et je mets des guillemets avec mes doigts. Oui. Mais pour moi, c'est une vraie erreur pour le coup. La couverture ne ressemble pas du tout au ton du manga. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on est sur ça dans toute cette nouvelle vague finalement de mangas hybrides. Hybrides au sens où ils se nourrissent vraiment de toutes sortes d'influences. Et donc là, il y a vraiment... C'est même pas du moé, enfin aussi, mais quand même avec une espèce de couche fanservice un peu atténuée, parce que on va vers des personnages qui ont l'air hyper enfantins, hyper première histoire d'amour, voilà, avec des grands yeux, plein d'attentes et en fait, c'est tout de suite c'est l'enfer avec un grand E quoi. C'est d'une tristesse et d'une violence vraiment qui prend aux tripes. Ils sont naïfs de bêtises. Vous comprenez ce que je veux dire si je dis naïf de bêtises ? Ouais, comme ton premier amour, quoi. T'es un peu naïf parce que tu connais pas. Enfin, tu sais ce qu'on dit de l'amour, mais toi, tu le connais pas. Moi, c'est le manga le plus perturbant que j'ai lu de la sélection. Tellement parce que je me dis, cette couve, je l'avais vu passer et il y avait aucun monde où j'allais lire ce bouquin. Et en fait, en revoyant la couve, j'ai vu que on a la couve, le perso féminin de plein pied, et en fait, elle a un couteau à la main. C'est ça le seul élément, tu vois, qui est un peu seinen. Et je dis, mais c'est pas du tout suffisant pour montrer la dualité de ton qu'il y a dans ce site-là. Et vraiment, c'est celui qui ne m'a absolument pas laissé tranquille pendant toute la lecture. Parce que j'étais vraiment genre, ok, ça je connais un petit peu, tu n'as pas de... Tu n'as jamais servi si ce n'est comme arme et compagnie, et au bout d'un moment il y a un twist, et quand il y a eu le twist, j'étais tellement content de me dire je le savais, je m'en doutais, et en fait non, c'était pas ce que je croyais. J'ai été cueilli aussi, et par contre effectivement j'ai vraiment été profondément marqué par ce côté émotionnel, là où Julie, justement, tu parles de côté de fanservice, c'est-à-dire que pendant les 2 tiers du manga, il n'est pas question de ça du tout, à aucun moment. Et dans le dernier tiers, j'ai ressenti ce truc de fanservice. Genre, mais attendez, pourquoi vous allez là-dedans ? Là, ça n'a pas de sens. Et en fait, je reviens dessus parce que pour moi, c'est pas du fanservice. On est vraiment en train de voir des séquences entre 2 personnes qui découvrent leur sexualité. Donc, j'ai beaucoup plus de mal à le mettre en fanservice, ça. Oui, mais moi je parlais du fanservice au sens où le moé en fait était donc le fait de représenter des personnages féminins ultra mignons alors qu'on veut les sexualiser, tu vois, ce qui est perturbant, c'est que en fait, c'est un manga qui, pour moi, arrive comme une sorte de revival. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu beaucoup de productions où il y avait plein de jeunes tueuses, des personnages qui étaient des enfants arrachés à leur vie pour servir des espèces de causes criminelles, servir d'armes, ne pas avoir de personnalité, ne pas avoir de vie, ne pas avoir de sentiments. Et c'était une espèce de classique. Sauf que là, on pousse encore un peu plus loin en collant cette esthétique très enfantine. Et moi, ça m'a fait penser à un essai qui est sorti l'an dernier de Chloé Thibault qui s'appelle Désirer la violence et qui pose un peu les questions en fait sur la 4e de couverture à un moment. Et donc elle dit comment les films et les séries parviennent-ils à nous faire apprécier des comportements douteux, voire illégaux, y compris dans la vie réelle. Comment on nous inculque qu'il est normal d'aimer avoir mal ou qu'on nous fasse du mal. Comment nous apprennent-ils, donc en parlant des films, des séries, à désirer la violence. Et je trouve que quelque part ça se rattache un peu à cette... Salut la dark romance. Bah oui, mais toute cette production d'images, donc la dark romance c'est plus des romans, elle parle dans son essai d'imaginaire fantasmé qu'on a tous justement à cause des films et compagnie, et j'adore cette idée désirer la violence, mais d'un point de vue fictif.
Bah oui. Oui, mais parce que justement, parce qu'elle parle de séries et de films et de choses beaucoup plus cinématographiques qui parlent à plus de monde. Alors que nous, là, on parle de manga. Et effectivement, de toute façon, le manga a cette réputation d'être violent, d'être sexuel. Et le truc, c'est que dans les années 90, au Japon, on a en plus ajouté cette couche donc, de fan service qui, pour moi, est de dire on va en plus ajouter du kawaii, en fait, une esthétique très particulière, très marquée et pas du tout en accord avec le contenu qu'on va lire propos. dedans. Parce que autant sur le sujet, ce que tu dis autour de Désirer la violence de Chloé Thibault, ça match aussi pour le pire ou pour criminel fiançailles. Oui, c'est pour ça que ça me fait tilt maintenant, parce que c'est rattaché à tous les titres qu'on vous a présentés aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Il y a une sorte de gradation aussi, ce qu'elle montre dans son livre, c'est que finalement, quand est-ce que commencent les comportements problématiques, et quand est-ce qu'on dit et là, comment on les repère, idéalise pas non plus, voilà, on les romance pas. Et c'est ça, en fait, moi qui m'interroge quand je vois un titre comme Le Premier Amour de Nezumi, c'est-à-dire que nous, on arrive à une époque où, effectivement, on est plus dans l'accompagnement de la rencontre avec ses propres sentiments, assumer certaines idées, certains désirs, verbaliser des choses. Et là, on est ramené presque 20-30 ans en arrière sur une esthétique qui beaucoup plus viscérale on montre des choses hyper violentes, hyper contradictoires entre elles. Donc un dessin hyper mignon, mais avec des images très très violentes, très très gore. Et il faut que notre cerveau arrive à faire concilier les deux, à trouver son chemin de sens là-dedans. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant vraiment de se pencher sur ces questions de ce que la pop culture nous apprend à aimer ou pas. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que dans le manga, dans le titre, parce que tu parles de représentation de kawaii et compagnie, voire moe un petit peu, et je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a que les deux héros qui sont dessinés de cette manière-là, parce que tous les autres personnages, ils sont dessinés en mode Uchijima. Vraiment, c'est la mafia et compagnie. Et je trouve que c'est marrant d'avoir marqué visuellement le fait que les gens de la mafia, ils ont des traits très anguleux. Bon, ouais, on les connaît, les mafias. Alors que les deux personnages principaux, c'est les seuls qui sont arrondis. Et j'ai trouvé que justement, ce mix qui est très discret, je trouve, dans le manga, il t'aide justement à rentrer dans cette idée partisane et dans cette idée de se dire cette histoire est mignonne, mais en fait cette histoire est violente. Oui, c'est parce qu'en fait dans la même case, tu peux avoir les deux styles de dessin qui se mélangent. Une mini exception dans le tome 1, le maître, le vieux monsieur, qui est à cheval entre les deux. L'éleveur, moi je l'appelle. Ouais, clairement. L'éleveur de tueuses. Mais il est dessiné comme un tueur. Il est mais dessiné il se comporte comme un papy. Je trouve qu'il a quand même un trait de papy de pop culture vieux maître tueur, quoi. Il est dans Sakamoto Days, il était l'émission sur les vieux qu'on veut faire, un de ces quatre. Mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est un manga qui est très intriguant. C'est sulfureux comme titre. On est, si on veut avancer un tout petit peu là pour les toutes dernières minutes de cette émission, on va spoiler un peu la fin du tome 1. Juste la fin du tome 1, on va pas spoiler beaucoup plus, parce qu'on l'a pas lu. C'est que dans l'histoire d'amour, lui la rencontre, elle, il ne sait pas qu'elle est une tueuse. Il le découvre dans le tome 1. Et il la poursuit pas mal en plus. Enfin, il la stalk très, très, très clairement, mais elle trouve ça plutôt sympa. Non, mais non, même pas en plus. On sait pas, mais elle est bizarre. Mais c'est la première fois qu'elle reçoit, on va dire, de l'amour, de l'amour, de l'intérêt. Tu as quelqu'un qui a de l'intérêt pour autre chose que ses talents de tueuse. Mais sauf que les Yakuza ont décidé qu'elle ne pouvait pas vivre une histoire d'amour pour pouvoir être une tueuse et une arme comme ils le veulent. Oui, voilà, c'est qu'elle n'a pas d'humanité. Elle est un outil, elle n'a pas à avoir une vie, en fait. Et donc, ils décident de tuer, ou d'essayer en tout cas, de tuer son copain. Et ça ne se passe pas. C'est le moment où elle se rebiffe. C'est la première fois qu'elle se rebiffe. C'est le moment où elle se rebiffe et elle décide de le former en tant que tueur. C'est là le moment où j'ai trouvé que le manga était un peu léger.
sur le twist où je trouvais que c'était un peu mal géré. Oui, mais sans le twist, t'as pas envie d'aller plus loin. Bien pas sûr, autant mais envie d'aller plus loin. En tout cas. Moi, quand il y a ce twist, je me dis je le savais, le mec en fait c'est un salaud, il est payé par la mafia pour la faire tomber amoureuse aussi, et pour lui ça. donner l'expérience, tu vois, d'être trahi quoi en gros. Et en fait finalement c'est pas ça. Et bon, ça c'est pas très bien géré pour le coup, mais c'est pas grave parce que c'est le déclencheur à la suite qui, comme tu dis, te dit oui là je vois aucun univers où vous pouvez survivre. Donc j'ai envie de lire ce qui va se passer, Exactement, après. parce que ça m'a même fait penser un peu à Shimazaki in the Land of Peace. Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on est sur une espèce de violence du quotidien urbaine et avec une volonté de survie par-dessus tout. Violence comme mode de vie. Et de vouloir vivre à peu près normalement et survivre à peu près normalement. Sauf que là, même le mec, du coup, en gros, le deal à la fin du manga, c'est si elle arrive à le former en tant que tueur et qu'il est utile, à ce moment-là, il survivra. Et tu vois, ça rebat les cartes de fou. Et ça, c'est la fin du tome 1, sauf qu'il y a déjà 9 tomes au Japon. Donc. Oui, c'est ça qui moi m'intrigue. Mais c'est pour ça, plutôt. moi, je suis très intrigué. J'ai vraiment juste le twist où je me suis dit, c'est pas très bien géré ce twist, mais je vois à quel point il est utile dans le récit pour autant. Ça s'appelle donc Le Premier Amour de Nezumi. Le tome 1 est déjà disponible. Mais vraiment, lisez. Ne vous arrêtez pas à la couverture, lisez parce que c'est très intriguant comme si comme vous lecture. êtes un adulte, lisez. Non, si vous êtes un enfant, allez-y. Parlez-en à vos parents et à l'éducation nationale. Et surtout, ne regardez pas la couverture du tome 2, parce que vous allez encore moins avoir envie de le lire. C'est incroyable comment faire les pires couvertures du monde, ce titre. Il n'y a aucun monde où ce titre n'est pas un shoujo, tu vois, vu la couverture. Il n'y a aucun monde. Non, c'est même pas une couverture de shoujo. Attends, entre le titre du manga et la couverture, le premier amour de Nezumi et la couverture, c'est là. Moi, j'avais pas vu le couteau la première fois. Il est tellement discret. Julie, ton avis sur la couverture du tome 2? C'est du moé. C'était tout le monde était à Bâle dans les années 90-95, surtout les vieux monsieur de 45 ans. Voilà. Ça va pas trop bouger au niveau du moé. Je pense qu'il a encore malheureusement de belles années. Ça a un peu changé quand même. C'est signé Riku Oseto. Et alors, il y a juste un autre petit truc assez rigolo, je fais encore des guillemets avec mes doigts autour de ce manga, c'est-à-dire qu'il a été recommandé dans le monde entier par The Weeknd. Le chanteur. Le chanteur de The Weeknd. Ouais, pas par le week-end en général, par le chanteur du groupe. Du week-end. Lisez-le pendant le week-end. Énorme, c'est le week-end qui a conseillé. C'est ça. En fait, moi j'ai le lundi qui m'a conseillé Psyren. Il y a The Weeknd qui conseille. Le lundi, il t'a conseillé Zipang, je pense. Tu vois. C'est ça. Voilà, non mais très drôle. Et en fait, il est allé chez Kodansha au Japon. Et il a dit non mais en fait j'adore ce manga. Et ils ont dit parle-en mon gars. Voilà. Bah oui. Et en même temps ça m'étonne pas trop quand tu vois le style musical de The Weeknd qui est un truc semi-joyeux, semi-vraiment très très dépressif, qui se retrouve dedans. Mais en fait The Weeknd devrait écouter notre émission parce que tu vois s'il aime les trucs comme ça. Oui, il y a ce qu'il faut. Après, il a fait aussi une série où c'était de la dark romance. Enfin, en tout cas, ça jouait beaucoup sur les relations toxiques. Donc, je pense qu'effectivement, ça lui a beaucoup plu. C'est un peu un truc qu'il aime bien faire. Est-ce que moi, ça m'a un peu incité à lire le manga ? Oui, j'avoue. Je me suis dit, j'ai envie de savoir. Pourquoi The Weeknd, il aime bien ce manga ? Ça s'appelle Le Premier Amour de Nezumi, c'est aux éditions Panini Manga. Finissons cette émission. C'est quoi votre manga préféré là sur les 5 ? Alors moi c'est dur de choisir comme il toujours. ne peut en rester qu'un comme après, Christophe Lambert. Oui mais Love Bullet c'est le début, t'as envie de le soutenir. Après pour le pire t'as lu les 12 tomes, tu sais de quoi il retourne. Donc les deux sont un peu sur les deux plateaux de la balance que tu me... Voilà. Mais j'aime bien l'idée qu'effectivement on puisse avoir toute l'histoire complète autour d'une histoire de romance tordue. Moi j'exclus Kindergarten de base parce que voilà, vous savez que c'est vraiment un manga que j'adore. Donc je vais dire Nezumi. Vraiment le premier amour de Nezumi, c'est le plus surprenant. C'est le plus surprenant et en même temps Love Bullet. Ah oui. Il te prend... Tu commences à lire un truc au début et puis tu arrives sur l'histoire d'amour de l'héroïne et tu fais « Ouah, ça m'a retourné !» Ah ouais, le flashback de l'héroïne, il fait vraiment mal, quoi.
Oui, et puis surtout, enfin, je suis désolée, mais moi, il n'y a pas le côté un peu glauque de la mafia derrière Non, qu'on mais en même temps, j'ai adoré le côté glauque de Nezumi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Love Bullet, c'est positif, quoi. On est vraiment dans du positive attitude. C'est vraiment les deux pôles. Non, même pas en vrai, parce que positive attitude, mais c'est un peu horrible ce qui arrive à l'héroïne quand tu connais son flashback, oui. tu vois. C'est des âmes qui. Des âmes en peine, tu vois, littéralement. Si vous avez vu le film Ghost, voilà. Oh là là. Mais non, mais par contre, j'ai adoré le fait qu'elles subissent aussi, comment dire, quand elles se prennent une balle, elles peuvent pas tomber amoureuses. Mais pendant 10 minutes, elles sont en mode « Ah, mais pourquoi j'ai pas connu l'amour ?» et elles tombent une espèce de déprime totale. Il y a des bonnes idées. Et c'est très drôle, très drôle. Love Bullet aux éditions Vega, Criminel Fiançailles aux éditions Pika, Pour le pire aux éditions Glénat, Kindergarten Wars c'est aux éditions Kiun, et le premier Amour de Nezumi c'est aux éditions Panini Manga. Vous avez tout entre les mains, bonne lecture à tous. La semaine prochaine on va faire un peu relax. Vous découvrirez ça en écoutant l'émission, mais vous allez voir, c'est quand même important. Ce qui se passe aussi, c'est que on attend vos retours sur les mangas dont on a parlé dans cette émission. On veut savoir lequel vous préférez dans les 5. Si vous avez d'autres idées de titres qui sont un peu, voilà, genre l'amour est devenu méta, l'amour est devenu autant seinen que shonen d'action. Voilà, la thématique de l'humour a été redéfinie dans le manga ces dernières années. L'amour. Les deux. Les deux, oui. Les deux, mon capitaine. L'amour à mort. Merci d'avoir écouté. On attend aussi vos recos, parce qu'il y a d'autres titres qu'on aurait pu choisir pour mettre dans cette émission, mais je suis sûr que vous en avez en tête. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Merci.